On y va, on va démarrer. Bonjour à tous, rebonjour. Donc, je vais me présenter rapidement, puis je vais vous présenter le sujet d'aujourd'hui. Comme on est relativement peu nombreux globalement par rapport à la taille de la salle, n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez, on peut rendre ça interactif. L'idée, c'est que ce ne soit pas juste un cours universitaire de données que je peux vous partager. Si vous avez des questions, des interrogations sur des éléments que je pourrais donner pendant la présentation, n'hésitez pas. Je vais essayer de faire une présentation qui va durer une trentaine, 35 minutes environ, ce qui nous laissera aussi du temps à la fin pour pouvoir partager avant que vous puissiez aller dans les autres sessions, voir d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à rendre cela interactif. Juste en termes d'introduction, je vais me présenter rapidement et je vais présenter un petit peu le contexte de l'ensemble de ce que je vais vous présenter dans la demi-heure qui vient. Donc pour ma part, David Groux, je suis en charge des équipes techniques chez Google Cloud Security pour une grande partie de l'Europe. Je m'occupe majoritairement des équipes techniques qui sont basées en Europe continentale, de la réponse à incidents et de la threat intel. Je suis arrivé chez Google Cloud Security à travers le rachat de Mandiant. Donc je travaille chez Mandiant, FireEye, Google depuis maintenant un peu plus de 10 ans, plutôt axé donc, sur la partie cyber, threat intel. Et le sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est vraiment un sujet de paysage de la menace, en me basant sur certains éléments que je vais vous partager de reporting et de rapports que l'on a pu publier la semaine dernière, plus des informations collectées des différentes équipes. Je reviendrai sur le détail. Mais globalement, l'idée pour moi va être de vous donner un peu un panel d'abord statistique de ce qu'on observe sur le terrain, puis quelques exemples de vie réelle, on va les appeler comme ça. Les Américains aiment beaucoup le Tales from Trenches, qui est le retour d'expérience sur le terrain de nos équipes de réponse à incidents. Alors tout d'abord, je vais regarder si ça switch, tout est bon. Donc tout d'abord, pour vous donner un petit peu de contexte sur la manière dont les informations que je vais partager avec vous ont été traitées, collectées, la manière dont on les utilise, pour que vous ayez, je dirais, une vision assez globale. D'un point de vue, je dirais, haut niveau, je vais vous présenter un certain nombre de chiffres, de statistiques. Bien évidemment, comme tout chiffre, comme tout calcul, ils sont biaisés par l'axe de collecte. Donc il est important de garder en tête que les informations que je vais vous partager, la plupart du temps, donnent vraiment, je dirais, une vision de la tendance du marché, mais il ne faut pas s'attarder sur une virgule après le pourcentage ou un chiffre près, parce que la réalité, c'est que c'est ce que nous voyons sur le terrain, de par le biais qui est le nôtre, là où nos clients nous demandent d'intervenir. Donc globalement, les chiffres que je vais vous présenter sont issus d'un rapport qu'on a publié la semaine dernière et qu'on publie tous les ans depuis maintenant 16 ou 17 ans. Moi, j'ai participé aux 10 derniers rapports qui s'appelle le M-Trend statistique, donc le Mandiant Trend, alors statistique en français, et qui est disponible donc, sur les différents websites et blogs. Et l'idée en fait de ce rapport, c'est qu'on étudie la manière dont les attaquants fonctionnent sur une année calendaire complète. Donc là, on a fait une analyse globale de l'ensemble des TTP, des techniques, des outils, des procédures, des méthodologies ou des MOA, si on utilise plutôt à la française, des attaquants. Ce qu'on a vu sur le terrain pendant nos investigations en termes de réponse à incidents sur l'année calendaire 2025. Pour donner une idée un petit peu chiffrée de ces éléments-là, on est sur une visibilité d'à peu près 500 000 heures de réponse à incidents qui ont été effectuées dans 73 pays majeurs en termes d'intervention. Donc je parlais tout à l'heure un petit peu du biais statistique et de la vue globale. C'est une vue de nos investigations, et vous le verrez, je donnerai un exemple ou deux où statistiquement on a des crêtes qui apparaissent sur des sujets, parce qu'à un moment donné dans l'année, on est vu comme étant les experts de ce sujet-là, et donc on nous sursollicite sur cette thématique. Donc on a un impact statistique important sur la sursollicitation d'une thématique principale. Mais globalement, pour que vous gardiez en tête un petit peu, je dirais, la globalité des choses, 500 000 heures de réponse à incidents, 73 pays à travers la planète. On collecte, on analyse, on investigue, on récupère l'ensemble des TTP, l'ensemble des techniques utilisées, et on en ressort un certain nombre de grandes tendances qui nous permettent de mieux anticiper, mieux comprendre la menace et de la partager avec nos clients. Si vous voulez télécharger le rapport fait à peu prez 115-120 pages. Il est découpé en deux grandes parties, une partie purement statistique et une partie avec des articles liés à des sujets particuliers.
Je vais en traiter quelques-uns à l'oral tout à l'heure pour vous donner un petit peu des exemples, avec une version exec summary et des versions aussi multilingues que vous pouvez accéder. Donc le M-Trend Report est vraiment, je dirais, la base numéro 1 de ce que je vais vous partager. Le deuxième vecteur d'information que je récupère pour pouvoir édulcorer un petit peu la discussion sur la partie statistique et la partie opération, chez Google Cloud Security, on fournit de la threat intel, alors du renseignement si j'utilise le terme français, renseignement cyber, notamment depuis le rachat de Mandiant et de Virus Total, qui ont permis l'avènement d'une plateforme qui s'appelle Google Threat Intelligence, avec la capacité pour nous et nos clients d'accéder à l'intelligence aussi bien stratégique que tactique, que technique. Donc ça va des IOC, indicateurs de compromission, jusqu'au rapport stratégique d'implémentation d'attaquants et autres. Donc je récupère aussi un certain nombre d'infos qui viennent de ces bases de connaissances pour pouvoir donner de la coloration à l'ensemble des chiffres que je vais partager avec vous. Donc on va commencer par une première partie qui est une partie purement stat. Et je vais essayer de vous donner un petit peu ce qu'on en ressort en termes de visibilité sur la partie statistique. Je vérifie juste une fois de temps en temps que... Impeccable, ça marche super bien. Donc la première stat que l'on propose et que l'on partage depuis des années sur ce rapport, c'est ce qu'on appelle le dwell time. Donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Donc le terme duel, D-W-E-2-L, qui en termes de traduction littérale veut dire le temps de présence d'un attaquant. C'est globalement un calcul que l'on fait au moment de l'investigation numérique sur un champ d'incident pour pouvoir regarder depuis quand l'attaquant était présent sur le réseau avant que celui-ci puisse être détecté ou soit détecté. Et on va le regarder avec 3 biais, ou en tout cas 2 biais principaux. Est-ce qu'il a été détecté depuis une détection ou grâce à une détection dite interne, vos propres moyens de SOC, un MSSP avec lequel vous travaillez qui a fait une détection sur votre réseau de la présence de cet attaquant, ou est-ce que l'attaquant a été détecté par une notification externe? Et là, on va avoir une séparation, je dirais, en 2 véhicules principaux. La notification externe qui est celle d'un État, d'un gouvernement, d'une police, d'un partenaire, d'un ISAC. Ça peut être énormément de choses où vous recevez une information de notification qui vous dit « on pense que vous avez été touché par telle attaque parce que nous avons découvert tel type d'indicateurs qui viennent de votre entreprise ». Donc par exemple, nous, chez Google, on envoie régulièrement des notifications d'alerte à des clients en disant « nous venons de démanteler tel type d'attaque. Dans ce démantèlement, nous avons trouvé des adresses IP qui correspondent à des IP appartenant à des devices qui font partie de votre entreprise. Il peut être intéressant pour vous de faire du hunting et de vérifier si l'attaquant n'aurait pas été présent sur votre réseau. » Donc ça, c'est la notification externe. L'ANSSI, par exemple, peut faire aussi des notifications. Et dans la notification externe, on a rajouté un élément dans le rapport, je ne l'ai pas mis dans le slide, mais c'est assez intéressant, c'est l'élément de notification externe venant directement de l'attaquant. Puisqu'en fait, on a vu un shift dans les 2-3 dernières années, notamment dans le monde du rançongiciel, mais pas que, je vais revenir tout à l'heure sur les notions de phishing notamment, où on a vu des attaquants qui eux-mêmes déclarent être présents chez vous pour vous mettre sous pression, soit d'une rançon, soit d'une non-communication, soit d'autre chose. Et donc vous verrez dans le rapport, pour les gens qui iront dans le détail du rapport, on a découpé réellement, je dirais, ces 3 angles-là, interne, externe, attaquant, et on regarde en moyenne, en temps médian, pour être précis mathématiquement, ce n'est pas une moyenne, c'est un médian, on regarde en temps médian depuis quand les attaquants sont présents sur le réseau, par rapport à leur profil. On regarde aussi, les profils de ransomware sont beaucoup plus vite détectés que des profils étatiques, pour une raison déjà principale, c'est que la plupart du temps, ils souhaitent être détectés et qu'ils ont un impact direct sur le réseau. Et donc, on décorrèle et on détaille l'ensemble de ces informations. Ce qu'il faut en retenir sur le rapport de cette année, en fait, c'est qu'on est, depuis, je regarde les dates exactes, mais depuis 2020 jusqu'à 2025, on voit qu'on a une courbe qui est descendue drastiquement, qu'on arrive à un palier plus ou moins identique. Ça change d'une journée à 2 journées de dwell time entre les différentes années. Ce que je disais tout à l'heure, c'est du biais statistique qui est à la virgule. Donc on peut se dire qu'aujourd'hui, en moyenne, en temps médian général, on est plutôt aux alentours d'une 20aine de jours entre le moment où l'attaquant est rentré sur un réseau et le moment où il a été décelé
comme étant présents sur ce réseau. Ça veut dire deux choses. La première, on va faire le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Côté verre à moitié plein, on voit qu'on a des capacités de détection qui sont bien meilleures dans les dernières années. Donc on a plutôt collectivement bien travaillé à la détection de la présence d'attaquants, puisqu'on était, moi quand j'ai commencé les premiers rapports, à plus de 300 jours de temps médian de présence d'attaquants. Donc aujourd'hui, on est plutôt aux alentours d'une vingtaine de jours. Donc on voit clairement une amélioration positive dans la détection. Si on regarde un peu le verre à moitié vide, mes équipes de red teaming qui sont déployées un peu partout en Europe ont besoin en moyenne de moins de 24 heures pour être maître du monde sur une Active Directory ou sur un réseau d'entreprise. Donc d'un côté, on détecte plutôt vite, de l'autre côté, c'est encore très lent vis-à-vis du risque de prise de position de l'attaquant. Vous verrez aussi dans le rapport, et je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui parce que c'est un petit peu trop long d'un point de vue statistique, ça donne trop de chiffres et c'est un peu troublant. On essaye aussi de regarder par rapport au type de profil d'attaquant, quels sont les temps projetés dans une timeline complète. C'est-à-dire combien on a de pourcentage d'attaquants qui sont présents en moins de 7 jours, plus de 20 jours, plus d'1 an, plus de 2 ans, plus de 5 ans. Et c'est intéressant parce qu'on voit certaines années qu'il y a des grandes campagnes d'attaques étatiques qui sont détectées au niveau mondial et que tout d'un coup, on a un pic statistique sur les présences d'attaquants depuis 3, 4 ou 5 ans qu'on n'avait pas les années d'avant. Tout simplement parce que tout d'un coup, on décèle un attaquant qui est présent sur des réseaux depuis très longtemps et on a plusieurs campagnes d'investigation qui font remonter cette statistique. Donc c'est aussi un élément qui est plutôt intéressant. J'en parlais il y a quelques secondes, sur la partie détection par source. C'est vraiment pour nous aussi le point important de savoir d'où vient l'information et comment elle est traitée. Je vous ai déjà donné quelques exemples tout à l'heure et les chiffres, maintenant vous les avez face à vous. Les takeaways ou les choses qu'on peut ressortir en fait de cette information-là. La première chose, c'est qu'on a un travail qui se fait de plus en plus avec les victimes potentielles sur la pré-communication. Alors, je fais une pause, je reviens. Pré-communication, ça veut dire quoi? On voit qu'on a 14% potentiellement d'adversaires, ou en tout cas de notifications qui viennent directement de l'adversaire. Ça veut dire que globalement, vous avez quand même un risque potentiel relativement large qu'un jour ou l'autre, vous, une de vos filiales, un de vos partenaires soit touché par un attaquant qui déclare lui-même être entré sur le réseau. Donc on travaille énormément avec nos clients et nos partenaires à la mise en place d'exercices de préparation, à la communication autour de ces événements-là. Pourquoi? Parce que si vous avez été ce matin à la conférence de Vincent Strubel et si vous avez lu le rapport des menaces de l'ANSSI, on a aujourd'hui un flou artistique potentiel sur la crédibilité de l'information de l'adversaire. Les adversaires disent être présents. Est-ce qu'on est capable de manière assez rapide et assez structurée d'infirmer, de confirmer ou de détailler le pourquoi de la présence? Ce n'est pas du tout le même impact d'un point de vue entreprise d'avoir une fuite d'informations qui est liée à l'exploitation d'une vulnérabilité par un attaquant que d'avoir une fuite d'informations qui est liée à un outil utilisé par un tierce parti qui travaille pour vous et qui a fait fuir l'information. Néanmoins, la difficulté, en fait, très souvent, c'est d'être capable de communiquer correctement sur ces éléments et d'avoir l'ensemble des fiches réflexes qui permettent de définir les bons process pour valider ou invalider l'information. Je ne dis pas que c'est toujours simple, mais on n'est jamais meilleur que quand on est préparé. Et donc, on a énormément de travaux qui se font généralement au cours de l'année sur des tabletop exercices, donc du jeu en tableau blanc sur ce type d'événement, pour savoir si les entreprises ont déjà préparé un certain nombre de playbooks de réaction, si les process sont suivis, si les process sont connus, et donc d'être prêt à répondre à ces 14% potentiels d'adversaires qui diraient avoir des informations ou avoir eu accès à votre réseau. Le deuxième élément qui est intéressant pour moi, et que je rappelle quasiment à toutes mes conférences depuis des années, mais qui me paraît nécessaire de rappeler encore une fois, il reste une grosse partie de communication qui vient de l'externe. Et je disais tout à l'heure, l'externe, ça peut être moi, David, je vous envoie un mail un samedi matin en vous disant mes analystes ont mené une investigation sur telle utilisation ou telle exploitation de vulnérabilité. On a trouvé des IP ou des domaines ou des dumps qui nous font penser que vous avez été victime de cette attaque. Ça peut être un organisme tierce, étatique ou autre. Et ce qu'on peut retenir comme action, c'est d'être sûr qu'en interne et en externe,
vous avez mis en avant les canaux de communication. Je vais vous donner un exemple de ma vie de tous les jours assez classique. Quand je dois remonter une alerte de notification à une très grosse entreprise, CAC 40, SBF 120 ou autre, la plupart du temps, je vais trouver de manière assez simple une adresse mail du CERT ou du SOC, la plupart du temps du CERT, sur lequel je peux aller partager l'information. Si je suis sur des filiales ou des entités un peu différentes, je suis obligé de passer par des stratagèmes du type LinkedIn ou autres réseaux pour essayer de trouver qui est le RSSI, qui est le FSI, qui est capable de répondre à ma question. Globalement, quand j'envoie une notification à un CERT, j'ai 95% de retour. Quand j'envoie à travers un autre canal, j'ai peau de chagrin. Parce que les gens pensent que je veux leur vendre quelque chose ou que c'est une sollicitation marketing non voulue ou autre. Donc le takeaway à garder en tête, c'est assurez-vous qu'il y ait quelque part sur votre website ou quelque part dans vos communications un lien permettant à quelqu'un de l'extérieur de vous partager de l'information et bien évidemment un process ad hoc qui permet de trier le vrai du faux, le sensationnalisme de la réalité et des actions, et que vous ayez quelqu'un qui puisse répondre à ces sollicitations. Autrement, ce qui va se passer la plupart du temps, là je reprends mon exemple vraiment de la vie de tous les jours, si j'ai personne qui me répond, je vais renvoyer à une organisation étatique, en France l'ANSSI à titre d'exemple, et je vais leur demander à eux d'essayer de contacter la victime potentielle si on estime que le niveau de sévérité et de gravité est relativement élevé. Donc ça c'est vraiment les points, je dirais, intéressants en termes de grille de lecture sur ce sujet de source. L'autre élément que l'on ramène statistiquement maintenant depuis quelques années, c'est de regarder aussi, donc encore une fois, il y a un biais statistique sur quand on est bon dans un sujet, on vous demande de venir traiter ce sujet-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Hein. Si j'ai été le premier à publier une information dans un blog sur une attaque de type X, automatiquement, les victimes de cette attaque vont plutôt avoir tendance à m'appeler en se disant c'est l'expert du sujet. Donc il y a un biais statistique sur ce qu'on peut traiter. Néanmoins, ce qu'on essaye de faire chaque année maintenant, c'est de sortir les top vulnérabilités utilisées par les attaquants. Ce qui veut dire, grosso modo, et je donne encore un take-away facile de la discussion qu'on peut avoir ensemble, si vous avez un ou plusieurs des éléments qui sont présentés devant vous sur l'écran, alors deux éléments majeurs. Un, assurez-vous qu'ils sont patchés au bon niveau et que vous avez bien effectué le patching qui va bien. Alors, je vais dire plusieurs éléments. Un, cartographié, pour être sûr que vous avez ou pas les versions dont on parle sur les CVE exploités par les attaquants. Deux, assurez-vous du patching. Et probablement, trois, ce qu'on voit assez rarement, et ce sur quoi on pousse énormément, c'est pas parce que vous avez patché que l'attaquant n'a pas utilisé la fenêtre de vulnérabilité précédente pour rentrer sur votre outil. Et donc on a énormément de cas l'année dernière, cette année, de clients qui ont patché des environnements, notamment pour les environnements dits de bordure, VPN, firewall, concentrateur et autres, où les attaquants ont été présents pendant la fenêtre de vulnérabilité, sont rentrés à un niveau d'intimité avec l'operating system qui leur a permis de se cacher et donc d'être en dessous du niveau de patching. Et donc ils ont toujours le point d'entrée sur votre équipement, même si pour vous, quand vous lancez un scan, quel qu'il soit de vulnérabilité, vous avez la petite case verte qui vous dit « Ok, c'est bon, dernier patch appliqué, tout va bien, vous pouvez avancer ». La réalité, c'est qu'on voit beaucoup d'attaquants aujourd'hui qui vont à la course à l'exploitabilité d'une vulnérabilité. La vulnérabilité, elle sort ce matin 8h, entre maintenant 8h et demain. Ils ont tenté toutes les portes ouvertes, ils ont fait du knock the door partout. Ils utilisent des outils classiques de reconnaissance d'IP et de port pour voir où est-ce qu'ils peuvent essayer de rentrer. Ils rentrent le plus vite possible, se positionnent à un niveau relativement bas, arrêtent toute activité, vous laissent patcher, et ensuite ont une backdoor qui est en dessous du niveau du patch. Donc ce qui est important quand vous avez des technologies qui sont extrêmement utilisées, comme celles que je mentionne ici, c'est aussi d'avoir chez vous, j'ai parlé de la cartographie, j'ai parlé du patching, il est important d'avoir soit directement, soit avec un prestataire de service, des capacités dites de hunting, et donc de recherche rétroactive de marqueurs. Et c'est très compliqué à mettre en place, notamment quand on parle d'operating system un peu particulier, ou d'applications métiers qui sont assez peu communes, sur lesquelles on n'a pas obligatoirement le niveau de compétence ad hoc pour pouvoir aller mener ce type d'opération. Donc l'année dernière, on a vu énormément d'utilisation je vais en prendre une seule sur les trois, notamment autour de SAP.
Et je vous reparlerai dans quelques instants des Skinny Hunters, qui sont les acteurs ayant utilisé notamment ce type de vulnérabilité pour aller faire du vol d'informations à grande échelle. Donc je reviendrai dessus dans quelques secondes. Vous avez ici quelques exemples aussi. C'est documenté dans le rapport. Vous pourrez rentrer dans le détail. Un des derniers éléments statistiques, je crois qu'il m'en reste un ou deux en termes de stats purs, que l'on partage avec nos clients, c'est aussi quels sont les vecteurs d'infection initiaux utilisés par les attaquants. Donc encore une fois, on ne l'a pas toujours. Donc ce n'est pas une statistique, je dirais, 100% complète. Quand on mène une investigation de réponse à incident et qu'on fait l'analyse forensique, on s'efforce au maximum de pouvoir remonter jusqu'au premier point d'entrée de l'attaquant pour définir quel a été sur la kill chain l'ensemble des actions menées et quel est le point qui a permis à l'attaquant d'entrer. Statistiquement, c'est intéressant parce qu'on voit en fait des modifications de paysage. Il y a des choses qui marchent depuis des années, les recettes de grand-mère qui fonctionnent tout le temps. Depuis tout à l'heure, j'ai parlé pas mal de l'utilisation d'exploits sur des vulnérabilités. Donc ça marche, c'est facile, ça coûte pas cher et c'est de l'hygiène de premier niveau en termes de sécu qu'il faut absolument avoir parce que les attaquants, comme je disais tout à l'heure, utilisent en 24-48 heures la fenêtre de vulnérabilité pour utiliser un exploit et rentrer sur vos applications, machines, devices. Donc ça, c'est un point qui est important. Mais il y a un point qui est aussi intéressant, c'est qu'au niveau mondial, et c'est un peu moins vrai en Europe, mais ça reste quand même vrai, on voit une réduction massive des attaques par phishing, donc par hameçonnage. Au niveau mondial, on est à moins de 6% des activités d'incident de réponse que nous, on a menées, qui ont eu comme point d'entrée l'utilisation d'un mail de phishing. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que si je vous laisse réfléchir 4 secondes pendant que je bois une gorgée d'eau, réfléchissez au temps et investissement passé chez vous en termes de protection du phishing versus le deuxième sujet que je vais traiter ensuite, qui est en dessous, qui est le vishing, le voice phishing. Et normalement, vous verrez que le temps que vous passez, corollairement, il n'est pas dans le bon sens. Mais je vous laisse réfléchir, vous avez 3 secondes, ça me laisse une gorgée d'eau. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ce qui est important pour nous, c'est de vous donner des statistiques qui vous permettent aussi de bien évaluer et de bien comprendre le paysage de la menace pour prendre les bonnes décisions. Les Américains utilisent beaucoup la notion de actionable intelligence, de ne pas juste avoir des rapports PDF qui font 32 pages sur un sujet, mais de pouvoir en sortir des actions. Là, typiquement, ça permet aussi de justifier les investissements que vous pourriez faire sur un ou plusieurs sujets. Je vais parler tout à l'heure du voice phishing, donc je ne vais pas me spoiler moi-même sur le sujet. Je reviendrai dans le détail vraiment de ce sujet-là. Et le dernier sujet qui est intéressant, et je crois que mes collègues sont dans la salle juste à côté, et ils sont en train d'en parler, c'est toutes les attaques par supply chain en compromission précédente. Si vous êtes levé ce matin, vous avez peut-être vu passer les blogs sur Axios et sur la manipulation des packages NPM de Axios. Je dirais que dans les derniers mois, c'est quasiment toutes les semaines qu'on a ce type de nouvelles approches où l'idée pour l'attaquant est d'aller polluer ou d'aller déposer une backdoor ou un malware dans un environnement packagé qui est téléchargé par des millions d'utilisateurs. Axios, je regardais ce matin, c'est 100 millions de téléchargements par semaine pour donner une idée de la taille potentielle de l'impact. Alors même si le code malveillant n'est resté que 24 ou 48 heures, mes collègues de Wiz ont sorti un blog ce matin et on sort un blog Google cet après-midi sur le sujet, donc vous pourrez regarder dans le détail. Mais on voit que l'utilisation des prior compromise, comme c'est dit dans mes slides, devient aussi un élément majeur. Donc tout ce qui est cartographie, connaissance, parce que ce qui est challenge dans ce modèle-là, c'est de savoir qu'on a la librairie ou l'outil chez nous. Parce que la plupart du temps, vous l'avez, soit vous le savez parce que c'est un outil que vous utilisez vraiment, soit on parle d'une manipulation de librairie à l'intérieur d'outils. Et là, vous ne savez même pas que la librairie est présente chez vous. Pour les gens qui ont encore un peu de mémoire, ça vous rappellera sûrement les histoires de Log4j il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est devenu extrêmement récurrent et quasiment tous les jours qu'on peut avoir ce type d'action. Donc encore une fois, en termes de takeaway, parce que je n'ai pas de bonne traduction de ce terme-là, on a l'idée d'être capable de gérer correctement la cartographie, la réponse, l'analyse et la compréhension de l'impact ou du non-impact, et notamment dans ce cadre-là, la plupart du temps, des leaks de credentials et de secrets dans les environnements GitHub ou autres. Et donc ça, c'est un vrai sujet
avec tous les clients. Si je fais un petit zoom sur la partie ransomware, c'est un tout petit peu différent en fait sur le ransomware. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de bien comprendre quel est le risque auquel on est confronté. Donc on a beaucoup de travaux avec nos clients sur la définition du paysage de menaces propres à leur activité. Si vous travaillez dans le monde de la défense, si vous travaillez dans le monde de l'éducation, de la finance, statistiquement, vous n'avez pas les mêmes risques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tous les couvrir, mais ça veut dire que le niveau d'investissement peut être un peu différent selon le type de risque. Et dans le cas des ransomware, on voit qu'on est énormément sur l'utilisation d'exploits et de prior compromise, beaucoup plus que la moyenne statistique qu'on a vue avant. Mais ce qui est intéressant dans ce slide et dans cette statistique, c'est l'apparition de la notion de brute force. Donc l'utilisation en fait de brute force est encore utilisée de manière assez courante par les acteurs de ransomware. Pourquoi? Parce que je vois des têtes ébahies là-bas. Pour une raison principale, le retour sur investissement. Là, vous remarquez, je ne parle pas d'IA pour l'instant. Je vais en parler après parce que sinon, ça serait trop has-been et on va me dire que je suis trop vieux dans le métier. Mais la réalité, quand on parle de côté attaquant, on a une vraie notion de qu'est-ce qui est rentable pour l'attaquant. Aujourd'hui, faire du brute force, utiliser des credentials récupérés sur des infostealers, essayer de scanner les vulnes et d'utiliser des exploits qui sont déjà disponibles grand public, ça marche super bien. Et ça coûte rien du tout, ou quasiment. Utiliser un modèle d'agent IA que j'ai auto-entraîné, sur lequel j'ai tweaké des choses, et je reviendrai sur un exemple tout à l'heure, ce n'est pas le même coût opérationnel pour l'attaquant, et donc automatiquement pas le même retour sur investissement. Donc pas obligatoirement, notamment pour les ransomware, pas le même intérêt. Les ransomware, ou en tout cas les équipes derrière les rançongiciels, sont là pour faire du gros volume, de la pêche au chalut, à part quelques cas particuliers qu'il y a eu dans l'histoire où on a eu des choses très visées, targetées, ciblées. Mais globalement, en termes de coût-intérêt, utiliser un bon brute force à l'ancienne, ça marche bien et ça coûte rien du tout. C'est pour ça que statistiquement, c'est intéressant aussi de voir un petit peu ces différences de tendance. Quand on regarde un petit peu les groupes en eux-mêmes, et encore une fois, je ne vais pas trop détailler là-dessus, mais ça vous permet d'avoir un petit peu de visibilité, on essaye aussi de comprendre quelles sont leurs motivations. Encore une fois, quand on peut la déterminer. Il y a pas mal d'investigations où à la fin, on ne sait pas trop pourquoi ils étaient là. Mais globalement, on voit quand même qu'il y a statistiquement, depuis les dernières années, une appétence à aller vers le gain financier, donc de monétiser l'accès qui a eu lieu sur le réseau. Alors ça peut être une monétisation entre attaquants, et ça peut être une monétisation avec la victime. Donc je vais vous donner une autre stat, je ne me souviens plus si j'ai mis le slide, pourtant je l'ai fait hier, l'update, mais je ne sais plus. Donc je vais vous partager cette stat parce qu'elle m'a marqué un petit peu. En 2022, entre le moment où un attaquant rentrait pour la première fois sur le réseau et le moment où cet accès réseau avait été revendu, donc les fameux access brokers d'échange, on était en 2022 à peu près à 8 heures de temps moyen entre le moment où l'attaquant a été rentré sur le réseau et le moment où il revendait cet accès à quelqu'un. Sur 2025, on est à 22 secondes. Ce qui veut dire que soit ils travaillent de manière concomitante, soit, voire même, ils reçoivent des ordres et des pré-achats d'accès à grande échelle. Donc ça, c'est ultra intéressant à voir, parce que ça veut dire que l'écosystème cybercriminel s'est structuré pour aller de plus en plus vite et pour revendre de plus en plus vite, parce que si je le revends en 22 secondes, a priori, mon taux de réussite réel est bien meilleur qu'en 8 heures, parce qu'il peut se passer énormément de choses entre le moment où je pense être rentré et 8 heures après, peut-être qu'il y a eu un patch, peut-être que quelqu'un a corrigé la vulnérabilité ou la faille utilisée. En 22 secondes, a priori, on n'a pas le temps d'avoir corrigé le fait que l'attaquant soit rentré pour la première fois. Donc ça, c'est une statistique aussi qui est plutôt intéressante. Et dernier point vraiment global statistique, pardon. Ce graphique-là, en fait, à chaque fois, j'ai du mal à savoir comment je vais l'aborder. Et en fait, c'est simple, je vais l'aborder avec une seule phrase. On est tous cibles. Il n'y a pas de notion de oui, mon métier, tout le monde s'en moque. Oui, moi, je suis la PME du coin, on ne sait même pas que j'existe. Ou je suis la filiale de la filiale de la filiale de la maison mère. La réalité, c'est qu'on a des attaquants qui attaquent de manière massive sans même regarder ce qui est derrière. On en a d'autres qui, eux, ont des sélections.
Et il y en a d'autres, je les mets dans une autre catégorie, parce que celle-ci, elle me fait sourire, faut sourire un peu aussi de tout ça. Il y a ceux qui se trompent, qui pensent que vous avez le nom d'une grande boîte parce que vous avez quasiment le même nom, en fait, et qui vont vous demander 5 millions de dollars alors que vous faites un chiffre d'affaires de 30 000 euros par an. Et on en voit encore énormément, en fait, notamment sur des attaquants qui viennent de pays de l'Est ou autres, ou pays subsahariens africains, qui n'ont pas obligatoirement la connaissance complète de l'écosystème de ce qui se passe en France ou dans d'autres pays en Europe, et qui vont penser que vous êtes la grande boîte qu'ils ont visée, et vous ne l'êtes pas du tout. Vous avez peut-être le même acronyme, les mêmes 3 lettres, mais en fait, vous faites un métier qui est complètement différent et qui n'a pas du tout le même sujet. Ils ont mis les moyens d'une armada militaire digne de ce nom, et vous aviez 3 pauvres firewalls qui se battaient en duel avec une version de 2022, et vous avez été victime de la chose. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les secteurs d'activité sont touchés. Ce qui est intéressant quand on regarde un petit peu la chose, je parlais des biais statistiques, ça vous permet de voir aussi quels sont les types de clients qui travaillent la plupart du temps avec nous. Donc on est plutôt dans le monde de l'high-tech et du financiel, de la finance, pardon, parce que c'est des clients qui travaillent avec nous historiquement. Donc l'high-tech, c'est très souvent, vous verrez dans tous les rapports qu'on publie, quand on donne le nom au potentiel de la victime, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'on protège l'identité de nos victimes, on a énormément d'autres acteurs de sécurité qui nous appellent pour faire l'intervention et l'investigation chez eux. Donc typiquement, Mendiant, on travaille avec la marque Mendiant quand c'est le cas. On avait travaillé, et c'est publié aujourd'hui, pour Eventy, pour Fortinet, pour Salesforce, sur différentes actions où ils ont été victimes d'attaques, et ils nous demandent notre expertise pour l'analyse de l'investigation numérique. Je ne répète pas tout ce que j'ai dit sur la fin des statistiques, je vous donne juste le flashcode pour aller télécharger le rapport si vous voulez le rapport complet. Donc comme ça, vous l'avez directement. J'ai essayé de faire les choses propres. Donc normalement, vous devriez pouvoir avoir accès directement au M-Trend Report ou à la landing page qui vous permet de récupérer le M-Trend Report, parce que je pense qu'il y a une petite gate de reconnaissance de qui vous êtes. Mais globalement, vous allez avoir l'ensemble des éléments. Et les statistiques, je ne les retraite pas parce qu'on les a traitées dans les dernières minutes. C'est bon pour tout le monde, je peux changer de page. Au pire, je vous le remettrai à la fin si jamais il y a besoin, vous inquiétez pas. Je peux même faire une séance de dédicace si vous voulez. On fait tout, il n'y a pas de problème. Alors, il y a des choses que j'ai déjà traitées et que je vais repartager avec vous, qui sont les retours d'expérience de ce qu'on voit vraiment sur le terrain. Là, j'ai parlé vraiment statistiques. Maintenant, je vais parler cas concrets. Ce qu'on a vu le plus dans les derniers 18 mois, c'est clairement, et ça a été relevé aussi par l'ANSSI typiquement dans son rapport sur les menaces, c'est tout ce qui est capacité des attaquants à viser les outils dits de bordure ou de périphérie, les network edge, si je le fais à l'américaine. C'est vraiment le sujet majeur de point d'entrée des attaquants qu'on peut observer aujourd'hui. Raison numéro 1, en tout cas de ce que nous on lit à travers les lignes de cette analyse, c'est que ce sont des devices qui sont assez peu monitorés et sur lesquels le niveau de compétence d'investigation ou d'analyse est relativement faible. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, les firewalls, les VPN et autres outils de ce type ont des operating systems qui ont été reconstruits un peu à façon sur des builds Unix ou autres. On ne les monitore pas parce que autant on a aujourd'hui sur le marché, globalement, tout le monde a déployé, je peux peut-être même poser la question à main levée si vous souhaitez, je ne vous oblige pas, qui a dans son entreprise déployé un EDR ? Voilà, on est allé grosse maille très rapidement, on est à 70% des gens, on rajoute les 20 qui ne veulent pas me répondre, c'est-à-dire qu'on est à 90% on va dire, de déploiement d'EDR dans les dernières années. Maintenant, je pose la question dans l'autre sens, qui a déployé un agent de collecte de logs sur ces firewalls ? Pardon, je corrige ma question, parce qu'il y avait beaucoup de mains, donc c'était cool. Et maintenant, je vais un peu plus dans le détail. De collecte de log de l'operating system, pas de l'application firewall, qui a un agent qui collecte les logs de l'operating system de sa base firewall. Et là, on a beaucoup moins. Et donc, les attaquants ont fait le même travail que celui que je viens de faire. Alors, ils étaient dans une autre salle. Hein, c'était d'autres, et donc, ils se sont dit, bah voilà, c'est une cible intéressante, parce que ce n'est pas monitoré, c'est plutôt black box, et ça nous permet d'avoir un accès qui est très haut privilège, très vite, sur l'ensemble du réseau. Ce qu'on a vu dans les 3 dernières années, c'est que d'abord, c'est des groupes étatiques qui ont commencé à avoir cette démarche, notamment des groupes chinois.
Et ça a été ensuite utilisé de manière massive par les groupes de ransomware, comme Clop à l'époque, qui ont utilisé les mêmes méthodologies en se disant ça marche super bien, c'est une très bonne technique pour aller récupérer des credentials, pour pivoter sur des réseaux, pour aller, pourquoi pas, chiffrer des environnements complets chez des victimes. Et donc ça a été très utilisé. Donc premier point de retour d'expérience, ou en tout cas de choses que vous pouvez mettre un petit peu dans votre to-do list, c'est quelle est ma capacité à maîtriser mes operating systems sur des environnements un peu particuliers, comme des firewalls ou des VPN dans mon réseau. Le deuxième élément qu'on a vu apparaître, j'en ai parlé tout à l'heure et je vous avais dit, je ne me spoil pas et je vais en parler ensuite, je jette un œil, ouais, c'est ça. Donc on a vu apparaître en fait chez Google Mendiant, on parle depuis longtemps des APT, Advanced Persistent Threat, ou menaces persistantes avancées en français. Et on a créé un nouvel acronyme avec la patronne de la cyberintelligence qui bosse avec moi, Sandra Joyce. On a créé les APT, les Advanced Persistent Teenagers. Pourquoi? Parce qu'en fait, les groupes qui ont fait du vishing, dont je vais donner l'explication tout de suite, donc les groupes comme Skinny Hunters, c'est la plupart du temps des jeunes adultes entre 18 et 25 ans. Et comme les adolescents, ils lâchent pas l'affaire. S'ils veulent un truc, ils vont persévérer jusqu'à ce que vous craquiez. Et ce qu'on a vu apparaître, c'est une nouvelle méthode. Donc, ils utilisent la méthode dite du vishing. Donc, je vais vous résumer en quelques mots comment ça se passe et ce qu'on a observé. On a eu l'occasion en fait d'écouter des bandes audio d'investigation réelle. Donc, nous, on a été appelés pour l'investigation numérique, mais derrière, on est remonté jusqu'à la source et on a écouté les bandes audio. Et globalement, ce groupe s'est spécialisé dans l'idée d'être capable d'appeler les helpdesk, notamment les helpdesk externalisés. Ils ont d'abord fait ça dans le monde plutôt de l'aviation, après du retail, après du luxe. Et puis après, ils ont été un peu partout parce qu'ils ont vu que ça marchait plutôt bien. L'idée, c'est la suivante. D'abord, ils vont sur le dark web. Ils achètent des données à travers des infostealers. Avec l'infostealer, ils récupèrent l'ensemble du contexte de la victime. Donc, ils arrivent à comprendre de manière assez fine quelle est la taxonomie du nom des machines, quelle est la taxonomie des noms des utilisateurs, qui est le patron de qui, dans quel business unit, etc., etc. Et ensuite, le vendredi, vers 18-19h, ils appellent le helpdesk. Et là, ils vont jouer sur un schéma entre l'empathie, l'urgence et la pression. 18h, 18h30, j'appelle un helpdesk, je parle super bien la langue dans laquelle je suis censé parler. Je me présente comme un employé avec des données qui sont crédibles à 100% sur mon nom de machine, mon nom d'utilisateur, la BU dans laquelle je suis. Et j'explique qu'il est 18h, que j'ai fait tomber mon téléphone dans les toilettes, que je viens de récupérer le téléphone de ma femme et que j'ai 1 heure pour aller envoyer le rapport numéro 1 top priorité à mon patron avec le vrai nom du patron et tout ce qui va bien. Si la personne en face est dans l'empathie, elle va commencer à m'ouvrir quelques portes. Si je vois qu'elle referme le truc parce qu'elle a une fiche réflexe qui lui dit qu'il faut demander X, Y et Z, là je commence à jouer sur le durcissement de la conversation. Si vous ne me donnez pas ce que j'ai besoin, je vais vous mettre 1 étoile. Donc ils attaquent souvent les helpdesk externalisés en disant vous allez voir, on va montrer que vous bossez vraiment mal, c'est incompréhensible, pourquoi vous n'êtes pas capable de me répondre dans les temps qu'il faut, etc., etc. Et donc ils ont fait ce schéma-là qui a marché des dizaines de fois. Ils enrôlent un nouveau device. Une fois qu'ils ont enrôlé un nouveau device, ils utilisent une vulnérabilité comme celle de SAP dont je parlais tout à l'heure ou d'autres. Et ils vont aussi créer un site de phishing complet où ils vont emmener la personne du helpdesk à enrôler des droits supplémentaires pour aller se connecter à une appli et ensuite utiliser la capacité de l'appli à faire des exports massifs. Donc par exemple, dans le cas que je dois avoir à l'écran, ils utilisent le data loader de Salesforce qui permet de faire du bulk export sur des gigabits de données. Et donc ils ont manipulé la personne jusqu'au bout, récupèrent toutes les données et ensuite rentrent dans une négociation de non-fuite d'informations. Donc c'est du voice phishing utilisé à outrance dans les 18 derniers mois. Une partie de ces gens-là ont été arrêtés, mais pas tous. Et donc ça existe toujours. Et ça nécessite une formation et un durcissement des fiches réflexes et des process, notamment pour vos équipes externalisées. Donc ça, vraiment un sujet top à gratter d'un point de vue malveillance. Les 2-3 derniers sujets que je voulais aborder avec vous, c'est l'IA. On en parle, tout le monde en parle, il y a énormément de choses qui se font autour de l'IA. Globalement, aujourd'hui, dans cette balance économique de retour sur investissement,
on ne peut pas dire qu'on voit une utilisation de l'IA de manière démesurée par les attaquants. Néanmoins, ils ont trouvé là où l'IA pouvait avoir de la valeur pour eux. Un meilleur social engineering, par exemple, depuis 2 ans, on a vu des pics d'hameçonnage ou de tentatives d'hameçonnage dans des langues qu'on ne voyait jamais auparavant. En japonais, par exemple, en farsi. Ce n'étaient pas des langues utilisées par les gens qui faisaient de l'hameçonnage. Très utilisé aussi en termes d'IA dans la contextualisation. Donc on a sorti un autre rapport qui s'appelle Misusage of Gemini, où on a traqué des groupes qu'on traquait depuis longtemps et on a regardé comment ils essayaient d'accéder à Gemini. Et la plupart du temps, la manière dont ils le font et ce qu'ils font, c'est de contextualiser leurs prochaines attaques. Comme moi, je peux utiliser par exemple Gemini le matin pour préparer un rendez-vous avec un client, où je vais lui demander, dis-moi qui est le PDG, quels sont les derniers investissements dans les 5 dernières années, quelles sont les top 3 priorités de l'entreprise sur le marché européen, etc., etc. On voit que les attaquants étatiques font exactement la même chose pour essayer de récupérer une contextualisation un peu plus fine. Ils essaient de récupérer des données sur les types d'architecture. Est-ce qu'il y a des contrats qui ont été signés avec des vendeurs particuliers, des marques particulières, de savoir que vous travaillez prioritairement avec la marque A, la marque B, la marque C, va leur permettre de savoir où est-ce qu'ils doivent aller chercher les vulnérabilités. Quelles sont les vulnérabilités qui ont plus de chances d'être utilisables dans vos environnements. Et donc c'est vraiment là où on les a vus utiliser de manière massive l'IA. Néanmoins, on a quand même commencé à voir poindre un usage un peu différent. Donc on a publié des données sur le malware PromptFlux. Pas facile à dire, mais en tout cas, c'est le nom qui lui a été donné. Globalement, c'est un malware qu'on a observé sur le terrain ukrainien pendant une investigation. Et en quelques mots, pour faire simple, le malware est capable de communiquer avec un LLM en back-end pour s'auto-adapter en cas de détection. Donc il a un certain nombre de triggers qui lui permettent de savoir qu'il a été décelé ou qu'il a généré une alerte sur un anti-malware de la marque X ou Y. Derrière, il va faire un revert call au LLM, lui dire voilà, je pense que j'ai été détecté, est-ce que tu peux m'aider à m'obfusquer de manière différente? Est-ce que tu peux m'aider à générer des lignes de code qui me permettraient d'aller basculer dans un autre espace ou dans un autre espace du disque ou d'utiliser la mémoire de manière différente? Et donc on a du back and forth sur un LLM en back-end. Ça reste pour l'instant plutôt de la preuve de concept que de l'utilisation massive, parce que je reviens à ma notion de ROI. C'est intéressant potentiellement pour des attaques étatiques, mais une fois qu'on a été vu et qu'on a brûlé le kérosène, on ne peut pas réutiliser cette attaque. Il va y avoir des indicateurs qui vont être utilisés, des TTP qui vont être créés, des détections. Et donc pour de l'attaque en masse et de l'attaque, je dirais, global, ce n'est pas encore le bon usage en termes de coût, rapport coût-qualité-prix pour l'attaquant. Néanmoins, on voit que certains d'entre eux ont déjà utilisé des terrains comme les terrains militaires en Ukraine pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ces concepts d'utilisation de LLM dans les malwares. Donc c'est vraiment un point qui est plutôt intéressant. 2 derniers sujets que je voulais aborder. Je regarde le timing, on doit être juste dans le timing, donc je vais faire les 2 derniers sujets. Un que j'ai abordé l'année dernière, qu'on a réabordé, je le donne en 2 secondes, c'est l'utilisation de faux employés nord-coréens dans les entreprises françaises et européennes. Je vous le fais en raccourci clavier. Des gens qui passent des entretiens, qui ne sont pas les personnes que vous recrutez. Quand vous recrutez la personne, elle appartient à un autre pays. Si elle est sympa, elle récupère juste le salaire. Si elle est moins sympa, elle récupère des points d'entrée dans votre réseau et elle donne accès à qui le veut et elle revend vos propriétés intellectuelles sur le marché dark. Ça existe aux US depuis très longtemps. Le département de la justice américaine a durci ses indictments sur le sujet et résultat, ils ont switché un peu sur l'Europe en visant de plus en plus d'entreprises européennes. Un point, si des gens dans l'Assemblée font partie du secteur de la défense, on voit aussi que les attaquants s'adaptent à la nouveauté du business, tout simplement. Donc on a vu, et là j'ai mis quelques exemples de campagnes, sur notamment des campagnes d'hameçonnage ou des campagnes de manipulation sur tout ce qui est nouveauté technologique comme des drones. Vous avez un cas qui est assez intéressant sur la droite pour vous, j'imagine. Ah non, j'ai pas cliqué, pardon. Voilà, sur la droite pour vous. Où vous avez un formulaire qui a été envoyé à tous les militaires qui ont passé un diplôme de conduite de drone.
Donc globalement, il y a une école spécifique dont j'ai perdu le nom qui s'appelle Dronarium, qui fait des cours de pilotage de drones, qui notamment a donné des cours sur des terrains militaires actifs. Et des attaquants ont utilisé un questionnaire utilisant la même charte graphique et le même contenu, renvoyé à l'ensemble de militaires pour essayer de récupérer des informations sur les profils des militaires et ensuite être capable de faire du phishing ciblé sur ces militaires pour avoir accès à d'autres types de technologies. Donc nouvelle technologie égale nouvelle fenêtre de vulnérabilité utilisable et les attaquants ne se gênent pas pour l'utiliser. Je vais squeezer le prochain pour être dans le temps, parce que c'est pas très grave. Je vais juste finir par 2 bonnes notes qui sont importantes pour moi, et on partira comme ça avec un peu de sourire, parce que sinon on va dire que j'ai raconté que des choses négatives. La première, c'est que je parlais de l'IA. Aujourd'hui, sur l'IA, on pense clairement que la défense a l'avantage. Si vous regardez des salons comme InCyber ou ailleurs, les défenseurs développent de plus en plus de capacités agentic qui permettent d'aller plus vite, d'avoir un meilleur taux de détection et d'aller à l'échelle en termes de protection. Et ça, aujourd'hui, on a un avantage sur les attaquants. Il faut que ça marche dans toutes les technologies, mais en tout cas, il y a un avantage sur les attaquants, et ça, on pense que c'est vraiment un point qu'il faut garder en tête. Adopter l'IA aujourd'hui d'un point de vue défensif vous donne un temps d'avance vis-à-vis de ce qu'on voit sur le terrain en termes d'usage côté attaquant. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et le dernier point que je voulais partager avec vous, parce qu'on a fait l'annonce la semaine dernière. Ouais, j'ai cliqué. On vient d'annoncer un nouveau groupe au sein de Google qui s'appelle Disruption Unit, où l'idée pour nous, en fait, maintenant, c'est d'imposer un coût aux attaquants. Un coût C-O-U-T, pas avec un P, ça, on n'a pas le droit. Donc C-O-U-T, avec l'idée, en fait, de pouvoir travailler de manière légale avec les entités juridiques en brûlant, j'aime bien ce terme, brûler leur arsenal. C'est-à-dire plus on communique sur l'attaquant, moins il est compétent. Parce que dès qu'on découvre quelque chose, si on communique sur comment le trouver ou le détecter, on a un temps d'avance, ou en tout cas on l'a obligé à consommer de l'énergie pour rien. Et donc avec cette unité, on a déjà de manière coordonnée eu un certain nombre de succès. Vous avez peut-être vu passer des communications autour du démantèlement de l'usage de routeurs domicile par des attaquants chinois. C'est une activité qu'on a menée avec ce groupe de disruption. Et on va continuer en Europe et ailleurs dans le monde à travailler avec les polices et les groupes de justice pour pouvoir accélérer ces démantèlements et imposer un coût à l'attaquant pour que ça devienne de plus en plus difficile et risqué d'aller investir du côté obscur de la force au niveau cyber. Donc voilà ce que je voulais couvrir avec vous sur cet après-midi. Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez mes coordonnées ici si vous voulez qu'on reste en contact. Je vais être encore dans les couloirs et puis sur le stand sur la journée. Je vous remercie pour le temps qu'on a pu passer ensemble. Je ne sais pas où on en est en termes de timing, mais s'il y a une question ou deux, je pense qu'on peut les prendre rapidement avant la prochaine session. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de salon.